encore un instant avec ces 3 boules rouges et ces 2 boules vertes. Alors, ce qui fait fonctionner le schéma de Bernoulli, c'est qu'une fois qu'on a tiré une boule, avant de réaliser une deuxième épreuve, on la remet dans la boîte. Et du coup, on a toujours le même schéma ici, c'est-à-dire des épreuves identiques et indépendantes. En revanche, si on fait un tirage sans remise, on a des probabilités différentes ici. On a 2 sur 4, 2 chances sur 4 d'avoir une rouge au deuxième coup, etc. Et à chaque fois des probabilités différentes. Une autre chose, si au lieu d'avoir 3 boules rouges sur 5, on en a 30 sur 50, ou n'importe quel nombre ici multiplié par 10, on a toujours la même probabilité au départ d'avoir une boule rouge. Et si on regarde au deuxième coup, par exemple ici, 30 000 et sur 50 000, la probabilité d'avoir une rouge au deuxième coup, ça ne sera plus 3 sur 5, mais ça sera 29 999 sur 49 999. Calculé, c'est environ 3 sur 5. Autrement dit, lorsqu'il y a beaucoup de boules dans la boîte, un tirage sans remise est presque équivalent à un tirage avec remise. Et on fera cette approximation. Enfin, un exemple concret. Alors, avant le deuxième tour, par exemple, d'une élection importante, un candidat évalue le pourcentage des gens qui vont voter pour lui à 52%. Mais c'est un sondage qui date un peu. Et donc, la personne, Madame Untel, se demande si c'est encore valable. Elle commande un sondage. Pourtant, sur 500 personnes, en général, c'est plutôt 1000. Mais GeoGebra n'aime pas les tableaux de plus de 500 lignes. Alors, l'Institut de sondage doit répondre si oui ou non cette hypothèse de 52% est valable. Alors, il va prendre au hasard 500 personnes dans la population des électeurs. Important, c'est un tirage sans remise, bien sûr. On ne sonde pas les mêmes personnes plusieurs fois. Mais on vient de le dire, c'est une élection importante, il y a une grande population, donc on peut l'assimiler à un tirage avec remise. Alors, avant d'effectuer le sondage, on désigne par X le nombre de personnes parmi les 500 qui vont répondre « Je vais voter pour Madame Untel ». Alors, X, bien sûr, c'est une variable aléatoire. Et comment va travailler l'Institut de sondage? Il part de l'hypothèse que la proportion des électeurs voulant voter pour Madame Untel est vraiment 0,52. Ceci signifie simplement qu'on suppose que grand X, ce nombre, cette variable grand X, suit la loi binomiale 500 0,52. Alors à ce moment-là, on peut construire un intervalle de fluctuation du nombre de succès à 95% comme on l'a déjà fait. Voilà, et on peut affirmer qu'il y a la probabilité d'avoir grand X entre ces deux valeurs qu'on vient de trouver est d'environ 0,95. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a fait que du calcul des probabilités. Maintenant, on change de cadre. On imagine que le sondage a été réalisé. On parle de statistiques. On a un échantillon de taille 500. Et parmi les 500 personnes, on a observé un nombre XOPS de personnes qui ont déclaré vouloir voter pour Madame Untel. Et voici quel va être le protocole du test. Si ce nombre XOPS est entre 238 et 282, on déclare que la proportion de votants pour Madame Untel et 0,52 est une hypothèse acceptable. On y croit. Et on précise parfois au niveau ou au seuil 0,95. Et inversement, s'il est à gauche ou à droite de cet intervalle, on dit que l'hypothèse est rejetée. Et on précise parfois avec un risque de 5%. Le raisonnement qu'on fait est le suivant. Si le nombre observé d'électeurs déclarant vouloir voter pour Madame Untel est dans cette partie centrale, on obtient une valeur, disons, prévisible. Donc on croit au modèle qu'on a construit ici. En revanche, s'il est trop à gauche ou trop à droite, il a vraiment une valeur trop marginale et on ne croit plus à ce modèle. Voilà pourquoi on rejette à ce moment-là l'hypothèse de ce modèle qui est proportion égale 0,52. On peut le présenter autrement avec des fréquences au lieu des effectifs. On avait accepté l'hypothèse lorsque XOPS était entre ces deux valeurs. En divisant par 500, on obtient ceci, une fréquence observée, qui est XOPS sur N, sur 500. Et ici, le protocole serait, si la fréquence observée est finalement là où on l'attend, si l'hypothèse est vraie, c'est-à-dire à l'intérieur de cet intervalle, on déclare que l'hypothèse est acceptée. Et si elle a une valeur trop marginale, que ce soit ici ou à gauche, à ce moment-là, on rejette l'hypothèse. L'intérêt de travailler avec des fréquences, c'est qu'ici, on ne voit plus du tout le nombre petit n de personnes sondées. Et un dernier point est que
Ici, n est assez grand, 500. Et donc l'intervalle qu'on obtient de fluctuation des fréquences, ici, c'est très proche de l'intervalle de seconde. P plus 1 sur racine de n, P moins 1 sur racine de n, qui lui aussi permettait de faire des tests. Si f-ops y est, l'hypothèse est acceptée. Si f-ops n'y est pas, l'hypothèse est rejetée. Dernier point, si on prend A un peu plus petit et B un peu plus grand, pour avoir seulement 5 millièmes à gauche et 5 millièmes à droite, on se retrouve avec ces valeurs. Et à ce moment-là, on a un intervalle de fluctuation à 99%. Bon, mais ce n'est pas fréquent au bac. Et puis l'habitude des statisticiens, c'est plutôt 95%. Dans ce cas-là, si xops ou fops est à l'extérieur de l'intervalle, on est encore plus certain que l'hypothèse n'est pas bonne. Alors, pour comparer, on avait trouvé ces valeurs-ci pour l'intervalle à 95. C'était évidemment bien un intervalle plus petit.